Bonjour à tous et bienvenue dans le Vendée Live, l'émission du Vendée Globe. Nous sommes en direct des réseaux sociaux de la course et également sur Infosport Plus et puis aussi en public depuis les Sables d'Olonne. Alors le vendredi, l'émission est consacrée à l'environnement car vous allez l'entendre, les skippers participent à la recherche scientifique. Il faut dire qu'ils sont finalement les premiers observateurs de notre planète. Il n'en reste pas moins des compétiteurs et la tête du Vendée Globe a désormais changé d'hémisphère après avoir franchi l'équateur. La tête de la flotte a donc la tête en bas et chacun a sa façon bien à lui de célébrer cette première étape si symbolique à l'image du vainqueur 2020. En effet, autant dire que sur Maître Coq, eh bien ça coqueline. Regardez. Hey, hey. Allez, ça y est, la tête à l'envers dans le sud. On a passé l'équateur et comme la veut la tradition, un petit coup pour le bateau, un petit coup pour Neptune. J'espère que j'en ai pas trop donné dessus quand même. Et un petit coup pour le marin. Ah! Alors pas de jus de poulet pour Yannick Bestaven, mais finalement, comme tous les autres, quelques gouttes d'alcool, évidemment, à consommer avec modération. À l'occasion donc de cette émission du vendredi consacrée à l'environnement, nous accueillons aujourd'hui en visio Emanuela Russiano. Vous êtes responsable sciences et communication à l'Océan OPS, le Centre international de l'excellence pour la coordination et la surveillance des systèmes d'observation météorologique, un organisme qui dépend de l'UNESCO. Bonjour à vous, Emanuela. Bonjour. Avec vous, on reviendra évidemment sur l'engagement des skippers du Vendée Globe auprès de l'UNESCO pour aider la science. Et puis avec nous également Xavier Macaire, le retour. Salut Xavier. Bonjour Edwige, bonjour à tous. Avec toi, on va revenir sur les dernières 24 heures et puis évoquer l'avenir. Et puis on va aussi rappeler qu'avant tout, tu es un grand navigateur au compteur, notamment 11 solitaires du Figaro avec 3 podiums. Alors le vendredi, on l'a dit, est consacré à l'environnement. Vous le savez, les skippers font partie des premiers observateurs de notre planète qui évolue. Et pour aider la recherche, eh bien, les skippers sont invités à s'engager. Et pour cette 10e édition, 25 skippers sont engagés en embarquant notamment du matériel scientifique. Emanuela, finalement, pourquoi l'UNESCO collabore avec le Vendée Globe ? Eh ben, donc on a besoin de collaborer avec ces navigateurs pour collecter des données cruciales sur l'océan dans des régions où les informations scientifiques ne sont pas suffisantes. En temps normal, ces données sont collectées par des navires de recherche, des navires océanographiques qui ne peuvent pas couvrir l'ensemble des océans, ne peuvent pas naviguer partout et en toute saison. Donc c'est pourquoi depuis environ 10 ans, nous collaborons avec les navigateurs de course au large, notamment ceux de la classe Simoca, pour collecter des données météo-marines de très haute qualité dans des régions sous-échantillonnées de l'océan, des régions souvent très difficiles d'accès ou très éloignées. Donc, ces données collectées par le Vendée Globe vont nous aider à mettre en place un système mondial d'observation de l'océan pour mieux comprendre le climat, ses changements, améliorer nos prévisions météo, renforcer les systèmes d'alerte précoce face aux intensifications des événements climatiques extrêmes et on va y revenir, va nous aider à... Oui. On va y revenir effectivement tout au long de cette émission. On va, avant ça, eh bien, ces skippers engagés sont aussi des compétiteurs, on l'a dit, qui poursuivent leur tour du monde dans un niveau très élevé depuis le début de la course avec de nombreux leaders qui sont souvent côte à côte. Regardez. Charal qui est juste à côté. Ça drift. On dérive comme on peut dans la molle et dans la pluie, là, sous la pluie. Bienvenue dans le poteau noir. Xavier, en effet, on voit, ils sont côte à côte. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ces dernières 24 heures ? Alors, si on reprend les dernières 24 heures de course depuis hier matin, donc on voit que le paquet de tête des bateaux est sorti du poteau noir hier matin avec un leader, Thomas Ruyant, qui est sorti en premier, qui a pris un petit peu d'avance sur ses camarades. Il avait une position plus dans l'ouest, ce
qui l'a favorisé pour la sortie du poteau noir. Si on regarde le groupe du milieu de la flotte, ils sont encore dans le poteau noir, donc Louis Duc, Kojiro Shiraishi, Sébastien Marcet, Arnaud Boissière, qui sont encore dans le poteau noir. À l'est, ceux qui reviennent de l'option africaine, Jean Lecam et Conrad Coleman, qui les ont rejoints, qui ont resserré sur ce groupe du milieu. Mais ça va être peut-être un petit peu plus dur pour eux de sortir par l'est du poteau noir, parce que ça va être plus dur de retoucher du vent. Si on revient sur la tête de flotte, ce qu'on voit, c'est qu'on a 16 bateaux qui ont passé l'équateur ce matin et qui donc ont la tête à l'envers. Ils sont dans l'hémisphère sud. Alors justement, explique-nous pourquoi ils disent qu'ils ont la tête à l'envers. Alors pourquoi ils ont la tête à l'envers? Bon, ils n'ont pas besoin de mettre de la colle sous les pieds pour rester accrochés à leur bateau, heureusement. On a ici la ligne de l'équateur, qui est donc la partie centrale de la planète, entre le pôle Nord et le pôle Sud. Donc quand on est au nord de cette ligne, on est à l'hémisphère Nord, au sud de cette ligne, tout simplement à l'hémisphère Sud. On se repère sur la planète avec la latitude, donc la latitude nord quand on monte nord-sud, et la latitude sud quand on descend vers le sud, ou avec la longitude quand on va d'est en ouest, c'est la longitude. Alors ça, c'est pour ce qui s'est passé. On va aller tout de suite sur ce qui se passe maintenant, puisqu'on a Arnaud Boissière qui est avec nous, le skipper de la Micaline. Salut Arnaud, on va le rappeler, hein, tu débutes donc ton 5e Vendée Globe après avoir bouclé 4 Vendée Globe consécutifs. C'est un record. Salut Arnaud. Alors dis-nous, comment tu progresses dans ce poteau noir, toi qui as également été ralenti par les sargasses? Ouais, bonjour à tous. Bah, écoute, ce matin, on s'est fait bloquer par un gros nuage d'appui, pas de vent. Et du coup, je pense qu'on est bientôt à la sortie, mais c'est incertain. Alors, je dis on parce qu'on a un paquet de bateaux. Hier, ça a été avec Bayon et Bleu d'Orange, juste là. Et là, cette fois-là, juste à ma droite, j'ai mon noyeur, Benjamin Ferret, avec qui je discutais tout à l'heure avec la chef. Du coup, on est un peu tous dans la même galère parce qu'on se retrouve à faire des options différentes et en fait, on se retrouve tous au même endroit. Je crois qu'on est 9 bateaux à pouvoir s'écarter du poteau noir dans les journées. Alors effectivement, tu as raison de préciser que vous êtes souvent là côte à côte. On a vu quelques images également dans ce Vendée Live. Alors tu pointes en milieu de classement, hein, ton bateau, on va le rappeler, c'est l'ancien de Sam Davis. As-tu quand même malgré tout pu profiter des performances de ton bateau là, depuis le début? Bah ouais, il y a des moments super sympas. Il y a eu des moments où la mer était plate et il y avait un petit vanneau, le bateau il s'est mis à voler. C'est vraiment hyper agréable, c'est hyper fun. C'est pour ça que j'ai un bateau à feuilles, parce que c'est fun aussi, parce que des fois ça s'envole et c'est vraiment chouette. Donc là, il y a 2 jours, c'est mer plate, des fois ça allait bien, on était un peu embêtés par les sargasses, donc il fallait jouer avec les safrans, jouer avec la clip pour les enlever, mais bon, c'est plutôt satisfaisant d'être avec d'autres bateaux et tirer à beau. C'est ça, de ne pas être toujours tout seul. Alors, Arnaud, on a Xavier Macaire avec nous. Xavier, que tu connais très bien, hein, puisqu'en 2019, vous vous retrouvez ensemble sur la Transat Jacques Vabre, dans le poteau noir également. Et vous êtes fait surprendre notamment par un gros nuage, alors que vous coupiez du saucisson. On ne va pas tout raconter. Xavier, tu as peut-être une question pour Arnaud. C'est justement ma question. Salut Arnaud, ça fait plaisir de te voir en live. Oui, tu dois te souvenir de notre petite sortie de route en 2019 sur la Jacques Vabre, où on s'était retrouvés couchés à 90. On s'était un peu fait surprendre, on était en train de couper du saucisson et on s'était fait surprendre par un nuage. Du coup, ma question, c'est est-ce que le poteau noir se passe bien pour toi? Mais surtout, est-ce qu'il te reste du saucisson pour tout le tour du monde? Alors toi, Xavier, cette fois, j'ai l'expérience à compte. Le saucisson est déjà coupé, comme ça au moins, je ne sais pas d'avoir un problème avec ça. Non, mais par rapport à ce qu'on a vécu, là, le poteau noir, il n'était pas violent. Il était long, il y a eu, je crois, maximum, j'ai eu un grain à 25 ou 26 nœuds. Beaucoup de changements de direction, beaucoup de pluie. Et pas violent comme on avait connu, nous, quand on avait fait la Jacques ensemble. De ce côté-là, c'est quand même pas mal. Après, les saucissons, ouais, il m'en reste, ouais. C'est l'essentiel. Nous voilà, c'est ça, nous voilà rassurés. Alors Arnaud, le vendredi est consacré à l'environnement et nous avons avec nous l'une des responsables en charge des actions entre les skippers et l'UNESCO. Emmanuela, vous avez peut-être une question pour Arnaud? Oui, bonjour Arnaud. Tout d'abord, bravo pour ce début des courses et merci pour votre contribution à l'observation de l'océan avec le déploiement de cette bouée dérivante à l'eau. Donc, je voulais vous demander si pendant votre carrière de marin, vous avez observé des changements dans l'océan au fil des années
Et si oui, est-ce que ce sont ces changements, ces observations qui vous ont motivé à vous engager dans ce projet scientifique pendant votre Vendée Globe? Moi, ce qui m'a motivé dans le projet scientifique sur le Vendée Globe, c'est que on fait le tour du monde à la voile, on se tire la bourre, on fait une course, mais que si ça peut servir pour la science, parce que c'est vrai que on parle beaucoup des règlements climatiques, mais il faut avoir des données pour ça. J'ai participé à une conférence avec Eric Orsina l'année dernière, il y a 1 an et demi. C'était intéressant parce que lui, il nous motivait, nous, navigateurs, en large, d'embarquer justement des bouées pour vous, pour puissiez les utiliser derrière. Ça n'a pas été facile d'envoyer parce que c'est quand même un gros bordel, une grosse bouée. Mais le dérèglement climatique, je ne sais pas exactement si on est assez pertinent pour dire ce qui se passe. C'est sûr, sur les mers du Sud, on va de moins en moins au sud parce que les glaces elles fondent. Donc voilà, après le reste là, le paysage est quand même magnifique. Arnaud, l'énergie, alors on t'a vu à l'instant lancer cette bouée. Alors l'énergie est également au cœur de ton projet, hein, toi qui souhaites réduire ton impact sur les océans. Tu es donc le premier skipper à être parti avec de l'hydrogène vert fabriqué en Vendée, à l'électricité décarbonée, hein, pour utiliser le moins possible le moteur qui vous sert notamment pour charger les batteries. Alors comment ça fonctionne et surtout est-ce que ça fonctionne bien depuis le début ? Ouais, écoute, je l'ai utilisé il y a 2 jours parce que justement, il n'y avait pas beaucoup de soleil comme aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de vent, donc l'hydrogénateur ne marchait pas. Donc ça fonctionne bien. C'est des charges qui sont différentes d'une charge avec un moteur. Et c'est des charges plutôt lentes, alors qu'un moteur, quand tu démarres le moteur, en 1 heure, ça te fait charger les batteries à bloc, et là, ça dure plutôt 5 heures. Donc voilà, ça marche plutôt bien. C'est toujours un peu intriguant d'avoir toujours un truc nouveau parce que l'hydrogène, c'est des fuites d'hydrogène, c'est inodore. Donc j'ai plein de capteurs à bord du bateau justement pour déceler éventuellement une fuite. Donc voilà, donc ça fonctionne et je suis plutôt content parce que à ce jour j'ai pas démarré une seule fois le moteur thermique et si qu'à terme il faut qu'on arrive à faire le Vendée Globe sans pouvoir démarrer des moteurs thermiques, sans pouvoir voilà, en ayant un sillage maximum propre. Merci beaucoup Arnaud. Écoute, évidemment, on a envie d'avoir des nouvelles du saucisson et surtout de ta course. Et eh bien, écoute, tu vas entendre forcément les Sablés venus très nombreux aujourd'hui pour t'encourager. On va les entendre. Vous pouvez applaudir Arnaud Boissière. Il y a du monde, en effet, tu l'auras compris. Merci Arnaud d'avoir pris du temps pour le Vendée Live. Allez, on va continuer à prendre des nouvelles de la flotte direction le leader de ces dernières 24 heures, Thomas Ruyant, skipper vulnérable, qui a donc passé l'équateur en première position. Une bonne nouvelle pour celui qui participe à son 3e Vendée Globe, mais qui finalement s'est soldé par un ralentissement. Il nous explique. Souci de ligue de V1 J3, alors que j'étais sous voile de tête, donc j'ai dû abattre, changer de voile, régler le problème, tout ça un peu arrêté. Et là c'est bon, je suis reparti. Depuis 2-3 heures là, j'ai pas été très rapide. Là, vous êtes en train de passer, ou en tout cas dans pas longtemps, Fernando de Noronha, et après, il va se passer des choses. Enfin, est-ce que tu te projettes déjà un petit peu forcément sur la suite? L'idée c'est il y a une petite dépression qui se creuse là juste au sud de l'anticyclone de Sainte-Hélène, et donc on va essayer d'attraper ça, et ça va nous emmener au moins jusqu'au cap de Bonne-Espérance, voilà, si on arrive à tenir le rythme. Voilà, donc normalement on devrait prendre tous le même wagon, je pense. Voilà, donc c'est une entrée dans les mers du Sud qui devrait être pas trop mal au final, hein. On devrait avoir de la mer assez plate avec du vent, un vent un peu soutenu au portant. Donc voilà, c'est ça qu'on va chercher. En attendant, effectivement, on passe les îles de Fernando de Noronha et j'aime bien passer par là. Là, tu vois, déjà en ce moment, je commence à avoir pas mal d'oiseaux et tu vois, on n'en a pas eu beaucoup là depuis le départ. Et là, on sent qu'on se rapproche, qu'il y a des terres pas loin là.
Vous l'avez donc compris, il y a ceux comme Thomas Ruyant qui arrivent vers les îles et puis donc Arnaud qu'on vient d'avoir en live qui était donc encore dans le poteau noir. C'est l'occasion, Xavier, de revenir sur le point de course. Où en est finalement la flotte maintenant? Alors justement, si on regarde la cartographie, alors par contre, tac, j'ai un petit souci, c'est que je ne suis pas sur le dernier point. Donc, il faut que je me mette là. C'est la magie du direct, ouais, l'écran tactile, désolé, voilà, ça fonctionne. Voilà, là c'est mieux, on est sur la bonne position. Des concurrents, la position de 11h ce matin. Encore un petit réglage, désolé. Il faut que je bloque ma carte et ensuite je peux zoomer. Donc sur Thomas Ruyant qu'on vient d'avoir au bout du fil, qui est en train de passer Fernando de Noronha, avec Charlie Dalin qui a repris la tête de la flotte cette nuit et ce matin. Ici Sam Goodchild, Sébastien Simon, Justine Métro, Johan Richaume ici en bleu, un petit peu derrière. Si on zoome, on peut le voir. Il est là. Voilà. Ensuite, donc ça c'est un petit groupe très dense en tête de flotte où ça joue vraiment très serré. Ils ont tous envie d'être les premiers à prendre la petite dépression dont Thomas a parlé au Brésil. On va en reparler tout à l'heure dans la météo. Ici, on a Clarisse Kremer, Samantha Davis, Pip Air, Boris Herman, Benjamin Dutreux, Romain Athanasio, Damien Seguin. Si on regarde un petit peu derrière dans la flotte, on a deux bateaux qui sont en position un peu intermédiaire entre les deux groupes. Isabelle Josh qui est Louis Burton. Ensuite, on a le groupe qui est encore dans le poteau noir, qui n'est pas encore sorti. Louis Duc, on a vu tout à l'heure, Arnaud Boissière, qui est ici, qu'on vient d'avoir en visio. Et si on va regarder derrière, Jean Lecam, Conrad Coleman. Et si on va regarder derrière, on a Jinkunshu qui est un peu en retard et Chabi Veroès qui, lui, est entre le Cap-Vert, les îles du Cap-Vert et les îles des Canaries. Donc une flotte qui commence à s'étendre. Alors rapidement, en deux mots, peut-être le classement. On a vu la carte, ça donne quoi en classement? Alors rapidement, le classement. Donc Charlie Dalin, on a dit, qui a été très rapide ces dernières 24 heures. Il a été le plus rapide sur les dernières 24 heures. Thomas Ruyant, on retrouve un petit peu tous nos leaders qui sont depuis le début de la course dans le paquet de tête. Jérémy Bayou, Yannick Bestaven, Paul Meillat qui est proche aussi. Voilà. À noter qu'on a 4 filles dans les 15 premiers bateaux. Donc Clarisse Kremer, Samantha Davis, Pip Air et Justine Métro. Ensuite, si on va un peu plus loin, on a Jean Lecam qui est toujours en premier des bateaux à dérive, mais qui risque d'avoir un peu plus de mal à sortir du poteau noir. Donc il risque de rétrograder un petit peu dans les heures et les jours à venir. Si on va derrière, donc on a les distances qui s'allongent un petit peu. On voit que la course commence à se mettre en place. Jinkunshu à 700 000, Chabi Veroès à 1300 000. Ça commence à faire des distances assez élevées. Des écarts assez élevés. Et on continuera évidemment à les suivre. Merci Xavier pour ce point. Alors Emmanuela, on vient de le voir, les skippers sont donc entre le poteau noir et l'équateur. C'est l'endroit finalement parfait pour aider la science. En effet, sur les 25 skippers engagés auprès de l'UNESCO, 5 ont embarqué des bouées dérivantes de surface. On l'a vu avec Arnaud Boissière, il y a aussi Romain Athanasio ou encore Manu Cousin et Boris Herman. Alors à quoi vont servir finalement ces bouées pour la science ? Donc, les bouées dérivantes qui viennent de déployer ces skippers, en vrai, on a 8 bouées dérivantes qui seront déployées en tout. 3 autres, donc un peu plus dans le sud, sont des bouées qu'on appelle aussi des bouées météo et elles suivent les courants océaniques et elles mesurent et transmettent en temps réel des données de température de surface de l'océan, qui est un indicateur clé pour quantifier les échanges de chaleur entre l'atmosphère et l'océan. Elle mesure également les courants, la vitesse des courants de surface et la pression atmosphérique qui est indispensable pour établir des prévisions météo. Donc, ces données, comme je disais, transmises en temps réel aux utilisateurs du monde entier vont bénéficier directement aux navigateurs en améliorant leurs propres prévisions météo qu'ils téléchargent quelques heures plus tard pendant la course, environ 5-6 heures plus tard. Mais ces données jouent également un rôle essentiel dans la protection des biens des personnes à l'échelle mondiale. Il faut savoir que pour établir des prévisions météo fiables sous 5 jours, on a besoin de collecter ces données à travers le globe entier.
On l'aura compris, effectivement, ces données sont essentielles pour les skippers, mais aussi pour la science. Le passage de l'équateur, on l'évoquait à l'instant, reste évidemment un moment symbolique et c'est un synonyme de changement d'hémisphère pour près de la moitié de la flotte. Xavier le disait, c'est donc un nouveau paysage, celui de l'hémisphère sud. Et voici les premières images envoyées. Elles sont signées Boris Hermans, le skipper Malaysia Sea Explorer. On vous laisse profiter quelques instants et on enchaîne avec la météo. Des images avant la météo. En effet, Xavier, qu'est-ce qui attend nos skippers? Alors, la situation actuelle, si on zoome un petit peu sur le groupe de tête, ils sont bien dans les alizés de l'Atlantique Sud, avec du vent de sud-est. Ils approchent du Brésil. Qu'est-ce qui se passe à l'approche du Brésil? On a le vent qui se cisaille un peu, qui est divergent ici. Voilà, à l'approche du Brésil, le vent va avoir une divergence ici, avec du sud-est. Donc les bateaux actuellement ont un angle assez serré. C'est pour ça qu'ils n'ont pas des vitesses forcément très élevées, mais ça peut accélérer un petit peu quand ils vont avoir un vent de travers ou un vent 3/4 arrière. Ça peut accélérer pour la suite. Si on regarde un petit peu plus haut, notamment le poteau noir qui est encore assez actif et on voit qu'il y a encore quelques bateaux qui sont dedans, enfin encore pas mal de bateaux qui sont dedans. Ici Jean Le Cam, ici Louis Duc, ici Louis Burton et Isabelle Joche qui sont en train d'en sortir. Là, ce qu'on voit en rouge, jaune, c'est l'activité orageuse, l'activité nuageuse, donc qui est très présente dans le poteau noir, qui peut donner des rafales de vent, des coups de mou, pas de vent du tout, les bateaux qui s'arrêtent. On a vu tout à l'heure le Charal, Jérémy Bayou, le bateau était quasiment à l'arrêt. Donc c'était derrière un nuage, les bateaux s'arrêtent. Et un point peut-être sur le routage en quelques mots. Oui, alors si on regarde la projection des bateaux sur les jours à venir, là on a pris Charlie Dalin, Boris Herman et Jean Le Cam et on va imaginer la route qu'ils vont pouvoir faire. On voit Thomas Ruyant en parlait tout à l'heure, il a dit qu'il y a une dépression à prendre au Brésil, il va falloir accrocher le train ici de cette dépression, là, et il va falloir accrocher le train du vent de nord pour accélérer. On voit que Jean Le Cam, lui, va être un petit peu en retard, il risque d'être un peu en retard et d'avoir du mal à venir accrocher cette dépression et accélérer. Tout le paquet des 10-15 bateaux de tête devrait pouvoir, normalement, si tout va bien, rentrer dans cette dépression. Merci beaucoup Xavier pour ce point et ce point sur l'avenir. Merci également à vous Emmanuela Ruscio d'avoir été présente pour cette émission, on le rappelle, consacrée à l'environnement comme tous les vendredis. On se retrouve donc demain à 12h30, toujours en public mais également sur les réseaux sociaux et sur Info Sport Plus. Et peut-être un dernier mot rapidement Emmanuela, en effet, quid de ces bouées qui sont lancées? Qu'est-ce qu'elles vont devenir, en 2 mots? Ces bouées peuvent rester dans l'eau pendant plusieurs années. Généralement, les bouées dérivantes de surface 2 ans, mais on a des exceptions. Par exemple, la bouée dérivante qui a été déployée pendant le Vendée Globe 2020 par Manu Cousin, elle est encore active, elle continue à transmettre des données. Elle a collecté environ 35 000 observations de pression atmosphérique et température de surface de l'océan. Donc, une grande contribution à la météo, aux prévisions météorologiques et à tous les navigateurs en fait. Oui, donc ça veut dire qu'on pourrait imaginer que les skippers pourraient récupérer les bouées, mais ils n'ont pas le temps pendant leur course. Non, effectivement, c'est compliqué, mais nous, on essaye de collaborer avec des navigateurs, des pêcheurs qui ont envie de nous aider à récolter ces bouées à la fin de leur cycle de vie. En plus, il faut dire que ces bouées, parfois, elles s'échouent sur les côtes, mais elles sont dotées d'un autocollant des Nations Unies, traduit en 5 langues, incitant à nous contacter pour qu'on puisse organiser la récupération ou le recyclage de ces instruments. Et de toute manière, il faut dire que le bénéfice pour la science et la société est carrément plus élevé que l'impact environnemental potentiel de laisser quelques-unes de ces bouées dans l'eau. Merci. Et des plus. Oui.
Merci beaucoup Emmanuela d'avoir été donc avec nous en direct dans ce Vendée Live. Merci aussi à Xavier, retour réussi. Et puis en ce vendredi consacré à l'environnement, on va terminer avec des images impressionnantes. Vous l'avez compris, les skippers sont les premiers observateurs de cette nature qui évolue, à l'image de ces sargasses qui prolifèrent de plus en plus dans l'Atlantique. Il s'agit de ces algues brunes que l'on retrouve en énormes bancs. Exemple donc avec Guérec Soudé, skipperfreelance.com, qui s'est retrouvé dans le pot à Sargasses. Regardez, c'est impressionnant. Et nous, on se retrouve demain à 12h30 en public ou sur les réseaux sociaux. Salut. Oh la vache quoi. Et les amis, je suis obligé de me mettre à la barre, il y a de la sargasse, mais partout, partout, partout. Le truc, c'est que ça va arrêter complètement le bateau. Oh la vache.